On va changer de sujet, on va passer à la Covid-19 avec ces écoles qui provoquent beaucoup d'interrogations en Moselle en particulier, où la circulation des variants sud-africains et anglais s'est accélérée. En Moselle, les écoles restent ouvertes malgré l'inquiétude des parents et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Reportage. Fallait-il avancer les vacances scolaires d'une semaine pour limiter la propagation des variants en Moselle? Devant cette école de Metz, certains parents y étaient favorables. Je pense que rallonger d'une semaine les vacances scolaires, ça aurait pas été plus mal, ça aurait été bien. Si le virus passe par les enfants, c'est mieux quand même de les laisser à la maison, plutôt que de prendre le risque de contaminer tout le monde. Je me suis posé la question si je le mettais cette semaine d'ailleurs. Pour d'autres, rallonger les vacances scolaires serait inefficace pour endiguer les variants. Écoutez, c'est pas une semaine que le virus il va s'arrêter, il fallait le faire bien avant, on le fait pas une semaine des vacances. Je pense que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils doivent être assez éclairés par toutes sortes d'informations que je n'ai pas. Je suis plutôt à faire confiance en fait à ce qui est choisi, quoi. Dans le département, une centaine de classes sur 4000 sont fermées. La Moselle connaît une incidence plus élevée que le reste du territoire, avec une progression très active du variant sud-africain, une souche plus contagieuse. Désormais, toute personne positive au coronavirus devra s'isoler 10 jours au lieu de 7 et présenter un test PCR négatif pour sortir. Et on va justement écouter à ce propos le ministre de l'Éducation. Voilà, alors il y a un petit problème dans le sujet. Docteur Daniel Simeka, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes médecin généraliste. On ne comprend pas trop ce qui se passe justement en Moselle aujourd'hui. C'est grave, c'est pas grave, c'est inquiétant, c'est pas inquiétant ? Ça semble quand même préoccupant, il faut en savoir un petit peu plus et surtout, moi je crois qu'il faut laisser les responsables locaux prendre des décisions et cesser tout le temps d'avoir des espèces de décisions nationales, univoques. Beaucoup d'élus de la région Grand Est réclament de pouvoir prendre des dispositions particulières et moi j'ai toujours été pour la territorialisation des mesures, ça semble quand même... Mais pourquoi Olivier Véran nous dit que la situation est grave et pourquoi il ne se passe rien ? Ça, je ne sais pas. Il faut demander au ministre de la Santé, qui n'en est pas quand même à sa première un petit peu contradiction à cet égard. En tout cas, pour l'instant, il faut quand même davantage tester les gens, davantage aussi génotyper. Pour pouvoir se rendre compte véritablement... Génotyper, ça veut dire repérer les différents variants. Décoder le génome des différents variants pour pouvoir avoir une idée davantage de la cinétique et de la carte cinétique de ces différents variants. Jérôme Dubus, il nous fait quoi là, Olivier Véran ? Non, on ne peut pas dire ce qui... Je reprends ce que vous venez de dire, il ne s'est pas rien passé. Ah bon ? C'est faux, puisque... Il est allé sur place, oui, non, c'est vrai. D'abord, il est allé sur place pour annoncer deux choses. Un, l'accélération des tests. Ça, vous ne pouvez pas nier. Et deuxièmement, l'accélération de la vaccination. Donc, il ne s'est pas rien passé. C'est pas vrai. C'est pas rien passé. Après, il y a eu une décision qui a été prise par le préfet sur instruction d'Olivier Véran de ne pas fermer les écoles, de décaler les rentrées des classes. Moi, je ne connais pas assez bien la situation pour savoir si c'est efficace ou pas. Mais on dit que la situation est sérieuse, la situation est grave et on nous dit on accélère les tests. J'ai entendu un certain nombre d'élus locaux qui disaient un peu... qui n'étaient pas d'accord entre eux. Le maire de Metz voulait absolument confiner. Le président du conseil régional, M. Rotner, voulait plutôt avancer encore le couvre-feu. Non, mais où c'est grave ou c'est pas grave sur place ? C'est ça la question. C'est grave ou c'est pas grave la situation sur place ? Je pense qu'il y a une situation sérieuse. Et est-ce qu'on a pris des mesures sérieuses ? Je pense que les mesures qui ont été prises de vaccination, d'augmentation de la vaccination, d'augmentation des tests, vont pouvoir lutter efficacement contre ce variant, oui, effectivement. Florent Philippot. Écoutez, moi je les connais bien, je suis élu Grand Est, conseil régional. Les élus du Grand Est, j'ai repris les articles de presse depuis octobre au moins, ils ont une espèce d'obsession là-bas, à reconfiner, à fermer les lycées, les collèges. Alors ils ont voulu en octobre, ensuite en décembre, ils ont demandé un reconfinement préventif pour Noël. Il paraît que ça allait être la catastrophe. On a vu, ça n'a pas été la catastrophe. Maintenant, ils veulent de nouveau reconfiner, etc. Alors, pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne le vivent pas, le confinement. Il faut dire les choses. Un président de conseil régional, un maire de grande ville, désolé, lui, il a des dérogations, il circule, il vit normalement, il est payé, il n'y a pas de souci. Donc, c'est totalement irresponsable. Moi, je vais trancher avec tout ça. Je pense qu'il faut arrêter toutes ces mesures délirantes de restriction, dont il a été prouvé, étude de Stanford récemment, qu'elles ne servent à rien. Elle est très contestée, l'étude de Stanford. Elle n'est pas contestée par les faits, en tout cas. Parce qu'il se trouve que y compris par des gens qui l'ont fait en interne. Ah bon ? Il se trouve que c'est une des meilleures universités du monde, avec les meilleurs épidémiologistes du monde. Mais je veux bien, vous êtes capable de considérer que M. Véran est supérieur à Stanford, pas moi. Mais moi, je vois la réalité. Les faits ne la contestent pas, en tout cas. Le virus chute dans le monde entier. L'OMS vient de le dire, 30%. C'est parfaitement faux. Mais vous êtes... écoutez, vous allez me dire ça à chaque fois. En Afrique du Sud, le virus chute, bien sûr. Mais il chute, oui, effectivement, en ce moment, il chute énormément. En Israël, notamment. Israël vient de déconfiner dimanche. Alors, il chute, il a baissé de 30% dimanche seulement, en 3 semaines. Troisième confinement. Il baisse en France en une semaine, moins 10%.
Non, mais écoutez, vous connaissez pas les chiffres. On demande aux médecins, si vous voulez bien. Docteur Simeka. On devrait juste finir ma phrase, c'est trop facile. Mais c'est pas parce qu'il dit une contre-vérité que ça va m'empêcher de parler. Je dis pas que vous avez tort, je dis on demande aux médecins. Juste après, je vous promets, je vous passe la parole. Il baisse partout dans le monde. C'est faux. Quelles que soient les mesures appliquées. C'est faux. Mesures restrictives ou pas. Il y a des pays où ils font rien, en Suède, etc. Et d'autres, l'Inde par exemple, où ils ne font rien. Il n'y a même pas le masque obligatoire. Ça baisse encore plus vite qu'en France. Alors moi, j'aimerais juste que Monsieur Véran, il arrête d'empêcher les traitements. Monsieur Côme, professeur Côme, qui est pourtant pas un raoultien, vient de dire, c'est hallucinant, je le cite sur Public Sénat, on a complètement négligé le traitement. Ça a été une erreur stratégique de tout miser sur le vaccin, surtout un vaccin qui ne sera pas efficace contre le variant sud-africain. Alors, écoutons un médecin, docteur Simeka. Écoutez, moi je comprends que les patients soient complètement perdus, parce qu'effectivement, c'est contradictoire et on ne sait pas effectivement qui croire. Il y a des grandes études, il y a des grands experts, on constate toujours que plus le niveau de désaccord est élevé, plus il s'agit de gens qui ne sont pas sur le terrain. Les épidémiologistes, les grands mathématiciens de la santé qui font des projections, qui nous avaient parlé de 9000 personnes en réa, de 200 000 morts, etc., en général, ne sont pas d'accord entre eux. Dès qu'on descend un petit peu, les gens qui travaillent en réanimation, en général, ils disent tous la même chose. Ils voient arriver les patients. Nous, en ville, on dit tous la même chose. On voit de moins en moins de patients. On voit beaucoup de tests positifs, mais on ne voit presque plus de gens malades. Dès qu'on descend sur le terrain, il y a quand même un relatif consensus. Donc, effectivement, moi, ce que je vois... Il y a une forme de stabilité en réanimation aujourd'hui. De stabilité en réanimation et surtout... En ville, pourquoi on vous voit le développement ça tout le temps. de tests. Pas la peur. Même quand ça baisse, vous vous sentez obligé d'entretenir la peur. Vous voulez pas reconnaître l'optimisme. Ça baisse, mais que demain ça peut remonter. Vous avez besoin de cette peur. Oui, mais demain ça peut baisser aussi. Enfin, on n'est pas obligé de voir le pire sans arrêt. C'est quoi votre but? Regardez l'histoire. Vous voulez absolument entretenir la peur. Non, mais dites-le. C'est d'égaler les régionales encore, c'est ça, après la présidentielle. Non, c'est pas écouté. On va finir par se poser des questions. Il y a des gens, il y a 400 personnes. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a 400 personnes qui sont mortes. Il y a 400 personnes qui sont mortes encore. Et vous en êtes à votre histoire de régionale. Enfin, ne jouez pas sur l'émotion comme cela et soyez réalistes. Mais non, je vous dis. Alors, Daniel Simeka, docteur Simeka. L'épidémie est en chute libre dans le monde, elle baisse en France. Docteur Simeka. Ce sont les chiffres de l'OMS. Moi, je ne trancherai pas entre vous deux certainement. Non, est-ce que ça baisse ou pas? C'est ça la question en fait. Il semble bien que ça baisse. Voilà. Il y a une vraie difficulté avec les chiffres. Il y a une vraie difficulté avec les chiffres. Avec les chiffres, on nous balance sans arrêt. On nous assène des chiffres qui ont une réalité extrêmement impalpable. Le nombre de morts, avec le respect que l'on doit, mais on meurt avec le Covid ou du Covid. Et pour l'instant, depuis le temps qu'on réclame ce discernement entre les deux, on ne l'a pas. Ensuite, on nous parle de cas positifs alors qu'il s'agit de tests positifs. Exactement. Et ça n'est pas du tout la même chose. En médecine, toujours, depuis toujours, on regarde quelqu'un de malade et une fois qu'il est malade, on fait des examens de laboratoire. Donc, Or, les campagnes de dépistage, et qui posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes. On le sait très bien pour le cancer du sein et pour le cancer de la prostate, on fait du dépistage et quelquefois qui vise un peu trop large. Donc les chiffres sont vraiment inconsistants. Mais honnêtement, on comprend de moins en moins. Franchement, on comprend de moins en moins. Parce qu'on nous a dit il y a une semaine, on nous dit attention, le variant arrive, vous allez voir ce que vous allez voir, les chiffres vont monter, etc. Résultat, aujourd'hui, ça monte pas. Même les spécialistes disent on comprend pas. C'est ce qu'ils disent en off, les spécialistes disent on comprend pas pourquoi les chiffres sont pas en train de s'envoler. On ne comprend rien. C'est évident parce qu'on est dans le vivant. C'est pour ça que moi je m'inscris toujours en faux contre les grands mathématiciens de la santé, parce qu'ils sont à côté de la plaque, parce qu'ils n'ont pas intégré l'idée que le vivant c'est archi complexe, qu'il y a des milliers de facteurs qui interagissent et que les choses sont imprévisibles. Et sans arrêt, eux, ils font des courbes et ils les continuent, ils les croisent. Et ils se trompent, ils passent leur temps à se tromper et leur temps à prédire. Kevin Bossuet. Enfin, un médecin qui a un discours frappé au coin du bon sens. C'est pour ça qu'il est là. Moi, j'en ai marre des Pialou, j'en ai marre des Lacombe, j'en ai marre des Leuré qui véhiculent ce sentiment de mais vous peur savez, juste à l'instant, vous savez quelle est la différence? C'est que lui, il est sur le terrain. Mais voilà. Lui, c'est un médecin de famille, ce que j'appelle les médecins de famille. Il est sur le terrain, il voit les choses, c'est ça la différence. Tout à fait d'accord avec vous. Et là, regardez tous ces Pialou, ces De Rennes, où prévoyez du catastrophisme. Regardez, ça va repartir, il faut se confiner. Si on avait écouté ces médecins, mes élèves seraient depuis 1 an et demi sur leur canapé en train de jouer à la PlayStation. C'est quelque chose qui n'est pas possible. À un moment, il faut vivre avec ce virus. Ce virus va peut-être. Mais c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais c'est pas ce qu'on fait. Il a raison. Alors, oui, mais c'est pas ce qu'on fait dans les faits. C'est pas ce qu'on fait. Il n'a pas reconfiné.
confiné. Il nous a mis en couvre-feu, excusez-moi. Si vous avez le sentiment de vivre à partir de 18h, moi non. Regardez, mais il y a quand même des cas étrangers qui sont très intéressants à regarder. Israël, qu'on nous a donné comme un modèle de vaccination, modèle de sortie de confinement. C'est un modèle de vaccination, au moins. A reconfiné une 3e fois. Ils en sont sortis dimanche, à bout d'1 mois et demi de 3e confinement. Ouais. Le Portugal, qui n'avait rien fait à Noël. Tout le monde s'est précipité au Portugal pour ses vacances ou dans la région de Madrid, en Espagne. Aujourd'hui, ils en sont dans quel état? Vous pouvez me le dire? Mais vous avez le sentiment qu'on vit avec ce virus aujourd'hui? Mais bien sûr qu'on vit. On vit avec un couvre-feu à 18h. On va pas dans les musées, on va pas dans les cinémas. Vous appelez ça une vie normale avec le virus? Les solutions vont être trouvées. Mais quand? C'est demain, on reste gratis toujours. Florian Philippot. Alors, moi j'ai lancé une pétition nationale sur le site des Patriotes pour tout rouvrir tout de suite. Oui, pour faire n'importe quoi. Non, absolument. Vous allez arrêter. J'ai bien compris, monsieur, que vous aviez besoin de la peur. Je ne sais pas pourquoi, probablement pour faire votre passeport sanitaire derrière. On a bien vu sur le débat d'avant. Pour décaler. C'est vous qui exploitiez la peur. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Pour décaler les élections, pour faire votre passeport sanitaire, pour faire tout ce que vous voulez après, votre revenu universel ou je ne sais quoi. Moi, je vous dis, arrêtez de faire peur aux gens. Arrêtez. Il faut tout rouvrir. Il faut arrêter ce couvre-feu. Mais monsieur, arrêtez. Je sais que vous êtes gêné par ce que je dis, mais gêné du tout. Autorisez les traitements. Écoutez le professeur Com, écoutez Raoult, arrêtez. Par exemple, l'Institut Pasteur de Lille, il dit j'ai une super molécule. Depuis le mois d'octobre, il crie dans la presse, l'Institut Pasteur de Lille. Ils ont trouvé un traitement magnifique. Et là, coup de bambou, le ministère de la Santé leur refuse le label de priorité nationale. Résultat, ça va être retardé. Nous avons des choses sur l'ivermectine. Nous avons des choses sur la colchicine. Nous avons des choses sur un laboratoire guadeloupéen formidable. Il y a zéro aide à chaque fois de l'État. Au contraire, on leur met des bâtons dans les roues. Alors il va falloir nous expliquer au bout d'un moment à quel jeu vous êtes en train de jouer. Et à côté, vous ajoutez la peur. Alors moi, vous citez... exploiter la peur, alors ça, bien sûr, vous êtes champion. C'est-à-dire que même quand ça baisse, vous nous dites que ça monte. Écoutez l'exploitation des peurs. C'est vrai. Tout rouvrir. Écoutez-le. C'est vrai que je partage. Je partage du point de vue des traitements. C'est vrai qu'il y a une espèce d'omerta depuis le départ de cette pandémie. On a surtout, il semble que les pouvoirs publics et les sanitaires aient une obsession, c'est de jeter en touche toute velléité d'une quelconque molécule, soit une ancienne molécule à repositionner. Bon, moi je ne sais pas, mais en tout cas, et surtout, ça, c'est une absence de liberté de la part pour les hospitaliers, mais aussi pour les médecins généralistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir prescrire de façon spécifique avec le patient que nous avons devant nous. Nous n'avons aucun espace de liberté. Je rappelle, juste pour la vitamine D, au mois de mai, l'Académie de médecine recommande la prise de vitamine D et le ministre de la Santé nous dit prenez du paracétamol. Dont on connaît la toxicité hépatique en période de pandémie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc il y a, du point de vue des traitements, c'est vrai que pour l'instant on n'a que le vaccin. Moi je suis à fond pour cette vaccination parce que c'est notre seul outil. Il faudrait un deuxième bras qui est de traiter les gens. Et pour cela, on a des pistes. Actuellement, il y a quand même l'étude canadienne qui a montré que la colchicine pouvait avoir une efficacité. Il y a des pistes pour l'ivermectine. Tout n'est pas publié, on ne sait pas encore, ça doit être corroboré. Mais voilà, on a l'impression qu'il s'agisse de la Haute Autorité de Santé ou du ministère, on a l'impression qu'on freine des cas de fer pour qu'on ait des traitements. C'est quand même incroyable. Merci messieurs, merci d'avoir été super vite. Alors, ce que vous venez de dire est extrêmement important. Il va falloir enquêter combien de morts auraient pu être évités en France. Merci Florian Philippot, merci Kevin Bossuet, merci Jérôme Dubus, merci Daniel Simeka. Dans un instant, Hassen Chalgoumi, l'imam Hassen Chalgoumi sera avec nous en direct sur ce plateau. Vous savez que c'est un homme qui vit sous protection depuis 2005 maintenant. C'est un homme qui est menacé de par ses prises de position. Il sera en direct dans un instant, juste avant de le recevoir. On va regarder ce reportage sur à quoi ressembleront les concertès qui sont prévus en France. Et les explications signées Laurie Canac. Eh bien, tous les spectateurs devraient impérativement porter un masque. Il y aurait des gels hydroalcooliques à disposition de tous. Sachez que dans les salles, en fonction de la grandeur de ces salles, eh bien, soit il faudrait impérativement rester assis, soit il sera également possible de se mettre debout. Et dans les futurs concerts, en ce qui concerne la distanciation sociale, eh bien, les décisions de savoir à combien de distance devrait être notre voisin dépendront des résultats de ces futures expérimentations. Pour participer à des concerts, il devrait être nécessaire de passer toute une série de tests. D'abord, un test PCR 72 heures avant le concert,
sur place, juste avant de rentrer dans la salle, un test salivaire et ensuite après le concert. Et tous les résultats devraient être disponibles sur l'application Stop Anti-Covid. Des expérimentations, il va donc y en avoir à Marseille avec dans la salle du Dôme 1000 personnes de présentes, à Paris également dans la salle de l'Accor Arena où là entre 3000 et 5000 personnes devraient être présentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que même les individus testés positifs à la Covid-19 avant le concert devraient participer à cette expérimentation. L'objectif, c'est qu'il y ait un véritable brassage de la population au plus près de la réalité. Ensuite, date importante, le 8 avril prochain, un colloque scientifique va avoir lieu à la suite duquel un protocole sanitaire devrait être mis en place. Un protocole sanitaire qui pourrait permettre la réouverture des salles de concert. Merci Laurie Canac pour ces explications.